Chers amis lecteurs, j'ai trouvé une bombe. La Voix des Rois, de son titre anglais The Way of Kings, est paru en français aux éditions du Livre de Poche, d'une taille tellement conséquente qu'ils ont été obligés de le faire paraître en 2 volumes séparés. Il s'agit du premier volet d'une saga de fantasy épique titrée Les Archives de Rochard, qui s'étend actuellement sur 4 tomes, dont un 5e est attendu à la fin de cette année et qui devrait, au bout du compte, selon les plans de l'auteur Brandon Sanderson, durer un total de 10 volumes. Je me suis lancé dans ce roman sur des recommandations de mon père. On était en train de chiller dans le salon et puis tout à coup, il me lâche. Tu sais, je suis en train de relire les archives de Rochard et je crois que c'est encore mieux que Le Seigneur des Anneaux. Il faut savoir que mon père c'est un geek à l'ancienne qui s'est tapé tout King, tout Lewis, tout Tolkien bien sûr, et je sais depuis ma plus tendre enfance que Le Seigneur des Anneaux c'est censé être le meilleur truc de l'univers. Donc, entendre sortir de ses lèvres qu'un auteur actuel sur un début de saga fait un truc qui dans son estime passe au-dessus de la saga du Seigneur des Anneaux, forcément ça avait de quoi piquer mon intérêt. Je dirais même plus que c'est une révélation apocalyptique. Dès ce premier tome, on est sur un behemoth de plus de 2000 pages, que j'ai dévoré en 2 grosses semaines. Pour le contexte, il faut savoir que ça fait plusieurs années que je ne finis aucun bouquin. Pas la patience, ou pas le temps, ou pas la passion. Donc autant dire que pour que j'arrive au bout de ce monstre-là, il fallait que ce soit sacrément accrocheur. Mon moi du futur va me détester pour avoir choisi un ouvrage aussi colossal pour essuyer les plâtres de mes vlogs lecture, mais bon. Il y a un début à tout, on fait pas d'omelette sans casser d'œufs, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, tout ça. Sans plus attendre, démarrons donc avec mon résumé et mon avis, sans spoil. Le monde de Rochard est de bien des manières totalement alien à ce que nous connaissons. Régulièrement balayé par les puissantes tempêtes majeures, des murs de pluie et de vents ravageurs allant d'est en ouest, c'est une terre où différentes peuplades humaines se côtoient et se livrent bataille pour le contrôle des précieuses lames d'éclat, des épées pouvant traverser la matière sans effort et trancher l'âme même de leurs victimes, ainsi que des non moins convoitées cuirasses d'éclat, des armures intégrales conférant une force colossale à ceux qui les portent. Ce monde alien et exotique est au bord du chaos depuis que le roi Gavilar, grand unificateur des provinces Alethi, meurt aux mains de l'assassin en blanc, un tueur au pouvoir mystérieux, mandaté par l'énigmatique peuple des Parshendi. Cet assassinat est d'autant plus incompréhensible que des accords de paix entre ces 2 peuples avaient été signés le soir même de ce drame. Immédiatement, les provinces Alethi, dont la cohésion est encore fragile, signent un pacte de vengeance et partent de concert guerroyer contre les Parshendi, sur les plateaux striés de gouffres profonds des plaines brisées, tandis que sourdissent de sombres complots ailleurs dans le monde de Rochard. La narration fera un va-et-vient constant entre les points de vue de nombreux personnages, dont 3 peuvent être considérés comme les principaux. Kaladin, jeune soldat de grand talent brisé par un passé rempli de drames et de trahison. Shallan, une jeune fille partie de chez elle dans le fol espoir de trouver comment éponger les immenses dettes de son père. Et Dalinar, frère du roi assassiné, guerrier de renom cherchant un sens dans les mystérieuses visions qui l'assaillent lors des tempêtes majeures. Pour vous donner un avis rapide et sans trop en dire, ce livre a été pour moi simultanément une grande claque dans la tronche et un souffle d'air frais pour un amateur de fantasy tel que moi. Pour moi, le plus gros point fort de Rochard, c'est Rochard lui-même, c'est-à-dire le monde dans lequel ça se déroule, la planète sur laquelle ça se passe. On s'éloigne de la médiéval fantasy classique et on rentre dans ce que personnellement je qualifierais d'alien fantasy, c'est-à-dire plutôt que de faire un monde qui est une sorte de Moyen-Âge romancé avec de la magie en plus, on est carrément transporté sur quelque chose de très très différent de ce que nous connaissons. C'est-à-dire que l'existence du surnaturel sur ce monde a un impact extrêmement profond et cohérent sur le fonctionnement du monde et sur les sociétés qui l'habitent et sur ses écosystèmes. Par exemple, la caractéristique qui définit le plus la planète Rochard, ce sont les tempêtes majeures, d'énormes murailles d'eau et de vent qui balayent le continent d'est en ouest. Toutes les sociétés humaines, toute la faune, la flore, etc. s'articulent autour de ce phénomène qui définit le monde de Rochard.
Mais en plus de ça, ce monde regorge d'autres idées géniales. Par exemple, les sphères, la monnaie du monde de Rochard, qui consiste en des billes de verre qui contiennent des fragments de gemmes, qui s'infusent de fulgiflamme, qui est l'énergie véhiculée par les tempêtes majeures, et qui servent à la fois d'éclairage et de monnaie. Ah, et puis tant qu'on est dans les idées géniales uniques à Rochard, il faut absolument qu'on parle des sprènes. Ce sont des espèces de petits esprits omniprésents qui sont liés à des concepts naturels comme le vent, ou la pluie, mais aussi à des concepts humains comme la colère, la gloire, la douleur, et ils sont à mi-chemin entre la fée farceuse et le phénomène naturel dépourvu d'intelligence, et ils sont omniprésents partout dans Rochard. Si tu te fâches, hop, des sprènes de colère se mettent à bouillonner autour de ta tête. S'il pleut, des sprènes de pluie, qui sont des espèces de petites bougies avec un œil à la place de la flamme, se mettent à flotter sur les flaques. Concept de ouf. Quand on démarre le roman, on ne sait pas exactement ce que sont les sprènes, mais à ce niveau-là, on en est au même stade que les personnages de ce monde, qui, certes, côtoient les sprènes parce que ça fait partie de leur quotidien, mais leur vraie nature est un mystère, et un mystère qui fait partie des enjeux de ce bouquin. Ce qui m'amène à mon deuxième point, deuxième énorme qualité, c'est que ce monde, en plus d'être original, est un monde que nous découvrons petit à petit, et c'est un plaisir de lecture immense. Personnellement, je suis quelqu'un qui adore en savoir le maximum sur le lore des univers que je fréquente, qu'ils soient vidéoludiques, littéraires, filmiques, etc., etc. Par exemple, j'ai hanté tous les wikis de la Terre du Milieu pour en savoir un maximum sur toutes les petites pépites de lore que Tolkien avait disséminées entre ses lettres aux fans, le Silmarillion, etc., etc. Et je suis convaincu que Brandon Sanderson, l'auteur des archives de Rochard, est quelqu'un qui partage ce plaisir, qui l'a compris et qui veut le transmettre. En effet, la découverte d'éléments du lore de Rochard sur le fonctionnement de sa magie, sur la véritable nature des sprènes ou des tempêtes majeures, tout ceci est parfaitement intégré à la progression de nos personnages qui eux-mêmes avancent dans leurs histoires en découvrant ces choses. Et le talent de Sanderson, c'est de le faire sans qu'affire son récit d'énormes blocs d'exposition sur la vérité arcanique de machin, sur la science de la technologie de ci ou de mi, mais il le fait de manière extrêmement naturelle. En effet, pour plusieurs personnages, leur progression va consister, du moins en partie, à découvrir davantage d'éléments sur les mécanismes de la magie de ce monde, ou sur des secrets oubliés dans les méandres de l'histoire. Le lecteur va découvrir ces points de background en même temps que les personnages, et du coup ça se passe de manière très très naturelle, très très fluide. Et puis on sera régulièrement gâté par de magnifiques illustrations d'en-tête de chapitres qui nous présenteront les visuels imaginés par l'auteur, ce qui est une aide supplémentaire à l'immersion. Mais le monde de Rochard et sa découverte ne sont pas le seul point fort. L'autre point fort de ce roman, ce sont ses personnages. Des personnages qui sont très agréables à découvrir. Comme je le disais plus tôt, on alterne entre les points de vue de plusieurs personnages, dont 3 principaux. Et s'il y a des choses à dire sur l'écriture de Brandon Sanderson, on ne peut pas lui enlever une qualité certaine, il sait les rendre attachants. Je ne peux pas le cacher, mon personnage préféré, c'est Shallan, car en effet, une grosse partie de ce qui m'intéresse, c'est-à-dire la découverte du monde et de ses secrets, vont passer par elle. Donc si c'est votre cas aussi, attendez-vous à beaucoup aimer les chapitres avec cette fille. Mais le cœur du récit, le cœur de ce premier tome de cette saga, c'est Kaladin. Effectivement, on sait que c'est le personnage principal, puisque tous les chapitres de flashback sont des flashbacks de sa vie à lui. Kaladin, c'est l'histoire d'un mec qui va souffrir, chuter et se relever à chaque fois, ne serait-ce que pour vivre un jour de plus et devenir malgré lui le porte-étendard de l'espoir et de l'honneur dans un monde où tout semble contre lui. C'est juste beau. Mention spéciale aussi à Dalinar, le 3e personnage principal de cette histoire, qui est, semblerait-il, le seul homme honorable dans une société ultra compétitive qui monte tout le monde les uns contre les autres et pousse tout à chacun à devenir un véritable fils de louve. Rapport au latin où le mot lupa, qui veut d'abord dire louve, était aussi le terme par lequel on désignait les prostituées. D'ailleurs, pensez-y quand vous relirez l'histoire de Romulus et Remus élevé par une louve, ça vous remet le contexte du vrai sens de ce que ça veut dire. Mais bon, comme tous les ouvrages, La Voix des Rois, premier tome de la saga épique des archives de Rochard, n'a pas que des qualités, il a également quelques défauts, et il serait malhonnête que je continue ce vlog sans vous les présenter.
Bien que le roman démarre avec une superbe scène de prologue, qui est une baston virevoltante qui expose avec brio les pouvoirs de la fluctomancie, qui est le système de magie de ce monde, eh ben, faut dire que le soufflet retombe un peu sur les 100, 200 pages suivantes. Moi, j'ai dû m'accrocher un peu, et c'est vrai que lorsque j'avais acheté le roman pour la première fois il y a quelques années, j'avais tenté de le lire une première fois, et il m'était tombé des mains sur ces 200 premières pages. Alors que si j'avais lu 50 pages de plus, je serais tombé sur le chapitre 6, sobrement intitulé Pont 4, qui était... À l'image du roman, une énorme mandale qui m'a convaincu de rester pour les 1800 pages restantes, et croyez-moi, j'ai pas été déçu du voyage. Aussi, les chapitres de flashback sont pas toujours utiles. Dans leur ensemble, ils le sont puisqu'ils présentent des informations importantes sur le passé de Kaladin qui permettent de comprendre son personnage et son caractère. Mais pris individuellement, tous ces chapitres de flashback sont pas forcément très utiles et personnellement j'en aurais bien coupé 2-3. Et je ne compte pas le nombre de fois où j'ai soufflé du nez très fort en voyant que le chapitre démarrait par 4 ans plus tôt. Enfin, il faut bien avouer que Sanderson a pas un style monstrueux. J'ai vu des gens en ligne que ça dérangeait vraiment. Personnellement, je peux faire avec. Et d'ailleurs, il faut bien avouer que s'il avait eu un style aussi opaque que celui de Tolkien, sur 2000 pages, je sais pas si j'aurais passé le cap. Par contre, là où son style pêche vraiment, c'est sur les dialogues. Pas sur tous les dialogues, Dieu merci, mais suffisamment pour que ça m'ait un peu dérangé. Surtout lorsqu'un personnage est censé lâcher une grosse vanne ou une grosse réplique qui tue. Tu sens que le récit te fait vraiment comprendre que tu devrais réagir en mode... Mais j'ai l'impression que la réplique n'est pas toujours autant à la hauteur que ce que Sanderson aurait aimé écrire, et à la place, notre réaction est plutôt de l'ordre du... J'ai l'impression surtout que ça me le fait quand la réplique, qui est censée être une réplique qui tue, fait genre 3-4 lignes de long, ce qui est beaucoup trop long, alors qu'une vraie réplique qui tue, c'est censé être bam, court, bam, droit au but. Ceci dit, dans le livre, il a réussi à en caler 2-3, et il faut reconnaître que quand ça passe très bien. En bref, je recommande totalement la lecture de La Voix des Rois, qui a déjà son petit statut culte outre-Atlantique. En France, on connaît assez peu Brandon Sanderson, ce qui est dommage parce qu'il a une grosse audience à l'international et pourrait bien devenir dans les 20-30 années à venir un auteur de référence. Les petites faiblesses de rythme et d'écriture ne doivent pas occulter l'immense plaisir que c'est que de s'immerger dans le monde de Rochard, sa faune, sa flore, sa magie, ses mystères, ces personnages tous plus attachants les uns que les autres, qui vont être embarqués dans des intrigues qui non seulement sont rebondissantes, mais dont les rebondissements partent parfois dans des directions génialement inattendues. Vraiment, Rochard vous attend et vous n'êtes pas prêt. Voilà, c'est la fin de la partie sans spoil. Si vous n'avez pas lu le livre, je vous invite à ne pas aller plus avant dans la vidéo. Avant de partir, pensez bien sûr à laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire, ça mange pas de pain et ça fait du bien pour le référencement. Abonnez-vous si le cœur vous en dit. Et ceux qui ont lu le livre ou qui se fichent d'être spoilés, je vous garde avec moi pour la partie spoiler. La partie spoiler va se faire beaucoup plus en détente que la partie sans spoil, où là j'ai vraiment fait beaucoup de prises, où j'essaye d'avoir une tenue à la caméra qui est très correcte et tout. Bon, là je vais m'autoriser peut-être à bégayer un peu plus, mais c'est détente. Là c'est la partie plaisir, où je vais juste gloser sur les moments de Rochard qui m'ont absolument plu, et sans aucune retenue. Alors... d'abord les trois intrigues, bien sûr celle de Kaladin qui est l'intrigue principale de ce livre. Qu'est-ce qui bouffe dans la gueule le pauvre Kaladin. Il n'a pas une enfance facile avec la mort de son frère, le fait que sa famille ait été persécutée par le vil Rochon, qui est un mec absolument détestable, mais Rochard ne manque pas de gens détestables, ça c'est clair. L'écriture de la dépression et du doute, Kaladin est un personnage dépressif. Je n'ai pas fait moi-même l'expérience de la dépression, mais l'écriture du caractère de Kaladin donne une bonne idée de ce que c'est que d'être dépressif. Je pense que que les lecteurs qui souffrent de ce genre de problème vont s'y reconnaître.
Et du coup, c'est pour ça que c'est d'autant plus agréable de voir tous les points qui permettent à Kaladin de se relever et de dépasser à la fois les difficultés de sa vie et de sa propre psyché. Kaladin, donc, qui fait partie du pont 4, donc c'est un homme de pont, c'est un pion sacrifiable de l'armée de sa déesse, c'est-à-dire que son job, c'est de porter des ponts pour franchir les gouffres du territoire des plaines brisées. Et en fait, la véritable nature des hommes de pont, c'est qu'ils partent devant l'armée pour récolter toutes les flèches des archers de l'armée d'en face. Et donc, en gros, servir d'appât. Et Kaladin donc va sombrer dans le désespoir au fur et à mesure qu'il voit les gens mourir autour de lui, et prendre donc cette décision: non, vas-y, je vais protéger les gens, je vais essayer de motiver les autres esclaves du pont 4 à former une vraie team, où il y a de la cohésion, où on va s'entraîner pour maximiser nos chances de rester en vie. Et ces espèces d'efforts, de volonté que Kaladin fait pour toujours essayer de garder des camarades en vie, et qui va finir par payer, dans le sens où non seulement il va augmenter le taux de survie de son équipe du pont numéro 4, mais en plus que son attitude va rendre espoir à des gens autour de lui, alors que basiquement quand les esclaves deviennent hommes de pont, ils savent qu'ils sont foutus et que leur mort arrivera dans quelques semaines tout au plus. Et donc voir le dépressif Kaladin générer de l'espoir autour de lui, parce que malgré tout il a une volonté de vivre, en fait, qui est communicative, c'est assez génial. Et bien sûr, il y a sa relation avec la Sprène Sylphrena, de son nom complet. Mais je crois que franchement, Sylphrena, son nom complet, il doit être dit une fois, sinon on l'appelle toujours Syl. Donc la fausse Sprène de vent, qui est très surprenante, puisque on nous dit vers le début du roman que les Sprènes sont censés être dénués d'intelligence, et Sylphrena, elle arrive et elle parle et elle pose des questions et elle apprend des trucs, et elle mûrit aussi d'une certaine façon. Et voilà, comprendre petit à petit pourquoi est-ce qu'elle suit Kaladin, quel est son lien, quelle est sa véritable nature. C'est-à-dire que vers la fin du roman, on voit que c'est pas un Sprène de vent, mais un Sprène d'honneur, et qu'elle est attirée par la nature extrêmement honorable de Kaladin, et qu'on commence à comprendre petit à petit qu'il y a une espèce de magie oubliée qui permet aux humains d'obtenir des pouvoirs en se liant avec des Sprènes, et que donc Kaladin va retrouver espoir aussi par sa relation avec Syl, par le lien qu'il a avec elle et par les pouvoirs qu'elle commence à lui donner. De toute façon, les pouvoirs de la fluctomancie, c'est super fumé, tout ça est très agréable à suivre. On a aussi l'intrigue de Dalinar qui est comme qui dirait, c'est un grand homme qui se découvre petit à petit, pour ceux qui ont la référence. Donc c'est un ex parangon de la culture Alethi, qui est une culture très très guerrière, très très vicieuse aussi, très 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 orientée sur le conflit, et qui est une culture qui monte beaucoup les gens les uns contre les autres. Et Dalinar qui a ces visions dans lesquelles le Tout-Puissant lui dit: unissez-les, unissez ce peuple. Et c'est un crève-cœur que de le voir galérer à essayer d'unir des gens et à les rendre honorables dans une culture qui pousse plutôt à la compétition et au vice. Et en fait, ça embarque Dalinar, qui est avant tout un homme d'armes, c'est un guerrier, c'est le meilleur guerrier, ou ça a été le meilleur guerrier de l'Empire. Et de voir que ouais, mais en fait, pour faire ce qu'il a à faire, il doit lâcher les armes et plutôt devenir un homme politique. Ça aussi, c'est très très intéressant. Sa petite romance avec le personnage de Navani, qui est assez mignonne. C'est une romance assez en retrait,
D'ailleurs, moi, pendant la plupart du roman, je me suis beaucoup méfié du personnage de Navani qu'on nous présente comme une femme très très intelligente. Et moi, en fait, j'avais compris qu'elle était très très retorse, que c'était un peu une vipère en politique qui arrivait à ses fins. Mais non, en fait, Navani, c'est une femme brisée qui avait besoin aussi de la présence et de la force de Dalinar très très honorable. Et c'est vrai que le moment de leur premier baiser et où Dalinar qui dans sa tête est très 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 rectiligne sur les codes se dit fuck it, j'aime cette femme, let's go quoi. C'est un moment extrêmement satisfaisant, et en parlant de moments très satisfaisants qui impliquent Dalinar, le moment où il va voir le roi Elhokar, qui est pas un très très bon roi, qui fait ce qu'il peut, qui a été un peu jeté là-dedans malgré lui à cause de la mort de son père, et qui fait un peu n'importe quoi, qui se laisse beaucoup faire par les différents hauts princes. Le moment où Dalinar va le voir, lui fout des mandales dans la gueule et lui dit bon, j'ai un vrai plan pour redresser ton putain de royaume, tu vas m'écouter. C'est un moment d'une satisfaction. Chef kiss. Bien sûr, troisième personnage principal, Shallan. Pourquoi Shallan est cool? Parce que via Shallan se passe une grosse partie de la découverte du lore, de la découverte des mystères de ce monde, puisque donc elle veut devenir la pupille de l'érudite Jasnah. Parce que oui, ça se prononce Jasnah et pas Jasna comme on est tenté de le lire. Donc oui, en fait, les chapitres de Shallan sont juste trop cool, parce que dans les chapitres de Shallan, il y a Jasnah et Jasnah, l'érudite, Jasnah, la rebelle, Jasnah, l'intellect suprême. Voilà, c'est un personnage qui est super agréable à suivre. Shallan est cool, mais j'aime les chapitres de Shallan parce que Jasnah est dedans. Jasnah, c'est la best meuf de tout Roshar, il n'y a pas à dire. Cette intrigue embarque deux énormes plot twists. Le plot twist sur lequel Jasnah peut spiricanter sans spiricante, puisque voilà, dans le monde de Roshar, il y a ces espèces d'appareils qui fonctionnent à partir de gemmes infusées à la fulgiflamme, qui permettent de transformer n'importe quel matériau en un autre matériau. Et donc les spiricantes sont les appareils qui permettent de faire ça. Gros plot twist quand Shallan découvre, ou plutôt déduit, parce que Shallan est une fille intelligente, le moment où Shallan découvre par déduction que en fait Jasnah est capable de spiricanter sans spiricante. Ah ah, qu'est-ce que ça veut dire? Et puis bien sûr l'autre plot twist sur lequel les fameux néantifères, donc qui sont des espèces de monstres de légende et de cauchemars, qui sont un peu l'ennemi ultime de cet univers-là, mais qui à ce stade-là appartiennent un peu à la mythologie. Jasnah fait la découverte que non seulement les néantifères existent, mais que les néantifères sont en réalité les Parches, c'est-à-dire cette espèce de peuple, un peuple qui sert d'esclave en fait, mais qui sert d'esclave parce que c'est des espèces d'humains musclés, mais qui se baladent un peu comme ça, sans trop de volonté, sans trop de libre arbitre, et qui sont un peu paumés, mais qui font tout ce qu'on leur dit de faire en fait. Et du coup, les humains les ont pris comme esclaves, et donc on apprend que les Parches sont en fait les néantifères, mais sous forme diminuée, parce que les humains, quand ils ont vaincu les néantifères, ne les ont pas détruits, puisque les humains ne détruisent pas ce qui peut leur être utile. Donc les Parches, ce sont juste les néantifères réduits à état d'esclavage. Ce qui rend aussi l'intrigue de Shallan très très plaisante, c'est que les intrigues de Dalinar et de Kaladin se passent beaucoup autour de la région des Plaines Brisées, alors que Shallan passe l'essentiel de ce tome-là dans la ville de Kharbranth. Et donc ça fait du bien aussi de temps en temps de sortir la tête des Plaines Brisées pour avoir un chapitre à Kharbranth.
Je parlais déjà des illustrations de fin de chapitre, mais il y a aussi des en-têtes au début de chaque chapitre. euh, des en-têtes qui prennent la forme d'extraits d'autres ouvrages, notamment vers le milieu, notamment toute la partie 2 du livre, tout le long de la partie 2, toutes les en-têtes, toutes les en-têtes de chapitres sont les fragments d'une lettre, voilà, tiens, là j'ai la première. Mon vieil ami, j'espère que cette missive vous trouvera en bonne santé, quoique j'imagine, puisque vous êtes désormais quasiment immortel, que votre santé est pour ainsi dire une garantie. Voilà, et que en fait, à chaque en-tête de chapitre de la partie 2, on va avoir le fragment suivant de cette lettre, et que ça dissémine des petites miettes sur le lore. Voilà. Les en-têtes de chapitre ne sont pas toujours des fragments de lettres, et il y a des fragments de livres érudits, il y a des journaux intimes et tout. Bref, des petites miettes sur le lore dissimulées ça et là. En partie non spoil, je parlais déjà de à quel point je trouvais que les Spren étaient cool. C'est vrai que le monde de Roshar se caractérise grandement par les tempêtes majeures, ou en tout cas les tempêtes majeures, c'est ce qui façonne le plus la faune, la flore et les cultures de Roshar. Mais la feature de Roshar qui est la plus folle, la plus belle trouvaille de l'auteur, et moi le truc qui me plaît le plus, c'est les Spren. Voilà, j'ai déjà expliqué, les Spren c'est des espèces de petites c'est des petites fées / phénomènes naturels qui sont en fait des manifestations de phénomènes naturels ou émotionnels, et qui sont attirés ou générés, je ne sais plus trop, par la présence d'un phénomène. Par exemple, tu te fais casser un bras, il y a des Spren, enfin tu as très mal, et du coup il y a des Spren de douleur qui vont apparaître et être attiré par ton bras parce que tu as extrêmement mal au bras. Voilà. C'est une trouvaille qui rend ce monde vraiment unique. Et voilà, moi je crois que ce qui m'a le plus charmé dans Roshar, c'est les Spren. Pas que ça, mais c'est quand même un très très gros point. Tac 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 tac. Et puis bien sûr, La Voix des Rois, c'est le premier tome d'une saga qui promet d'être longue, puisque à l'heure actuelle il existe 4 tomes de parus, et je reprécise qu'en France les tomes sont édités en double volume, parce que c'est gros. Donc pour l'instant il y a 4 tomes de parus, donc ce qui nous fait un total de 8 volumes, avec un 5e tome qui sera aussi en 2 volumes à paraître à la fin de cette année. Donc ça fera déjà 10 volumes, et on aura fait la moitié du chemin, puisque l'auteur veut que la saga dure un total de 10 volumes. Donc pas étonnant qu'arrivé à la fin de ce livre, il y ait des graines d'intrigue plantées pour les livres suivants. Entre les parties, il y a des interludes qui exposent les points de vue de personnages autres que les 3 principaux. Les interludes permettent notamment d'avoir les points de vue de personnages qui, je pense, se joindront au crew de personnages principaux, même si à ce stade-là, les 3 personnages principaux ne forment pas totalement un crew, puisque c'est seulement à la toute fin que Kaladin et Dalinar se rencontrent, et Shallan passe vraiment tout le bouquin dans son coin en compagnie de Yasna sans jamais les rencontrer. Mais via les interludes, on a des points de vue de personnages qui, je pense, se joindront à l'intrigue principale. Je pense notamment l'apprenti marchand de Rizn. Voyons voir. L'apprenti marchand de Rizn. Qui d'autre? Des érudits religieux, eux, je pense pas qu'on va les revoir.
Z, bien sûr, Z, l'assassin blanc, celui qui a assassiné le haut roi Gavilar. Tac, tac, tac. Oui, bah Z, d'ailleurs, il a un intermède qui est très très important, via lequel on apprend que celui qui le contrôle depuis le début, c'est le roi de Carabrante, qui se fait passer pour un gentil papy et qui a l'air d'être un comploteur, mais de fou furieux. Non, trop bien, trop bien, trop bien. Beaucoup de graines semées pour la suite, notamment dans le sens où, malgré certaines révélations sur les Spren ou sur le système de magie, il y a loin d'avoir tout qui est résolu. Par exemple, on sait que Syl est une Spren d'honneur et pas une Spren de vent. On sait toujours pas ce que sont les Spren précisément, même si on commence à avoir des indices. Shallan plonge le temps d'un paragraphe dans une espèce d'autre monde où les concepts sont exprimés physiquement sous forme de billes qu'elle peut toucher dans la main et éventuellement influencer, et que c'est peut-être ça la véritable nature de la spiricantation. Bon, on n'a vraiment qu'une seule scène dans cette espèce d'autre monde que Jasnah semble nommer Shadesmar, mais voilà, qu'est-ce que ça est, qu'est-ce que ça veut dire? Bah, à ce stade-là, on n'en sait encore trop rien. Il y a aussi cette espèce de grands personnages encapuchonnés que Shallan semble... qui sont pas encapuchonnés, c'est des créatures que Shallan est la seule à pouvoir voir, qui sont des espèces de grandes silhouettes humanoïdes dans des capes, mais qui, à la place de la tête, ont une espèce de symbole complexe qui shift et qui change. Qu'est-ce que c'est que ces trucs? Jasnah les nomme des cryptiques. Qu'est-ce que c'est? À la fin du livre, on sait toujours pas. Et en fait, c'est ça qui est trop cool, c'est qu'il y a une intrigue, un enjeu, il y a un arc, en fait, qui est bouclé pour chacun de ces personnages à la fin du livre. Kaladin fait son arc, il est bouclé à la fin du chapitre et on sait qu'il va passer à la suite en tant que soldat, enfin, qui cesse d'être esclave pour sa déesse et qui devient soldat pour Dalinar. Shallan, elle fait ce qu'elle avait à faire avec le spiricante de Jasnah. Jasnah la garde quand même en tant qu'apprenti et dit ok, on a des choses à faire aux plaines brisées, et donc le livre se conclut pour elle alors qu'elles sont en route vers les plaines brisées. Et pour Dalinar, le livre se conclut pour lui sur un moment où il dit bon, j'en ai marre d'essayer d'inspirer les gens à changer par l'exemple, je vais serrer la vis et les influer par la force, parce que les gens sont des enfants. Les gens ne font pas ce que tu leur demandes si tu les punis pas un peu pour les mettre sur le droit chemin. Et je pourrais pas apprendre l'honneur à mon peuple par la seule force de l'exemple. Je vais devoir serrer la vis, faire des lois et faire en sorte qu'ils se conforment à l'honneur jusqu'à arriver au stade où ils pourront choisir par eux-mêmes d'être honorables dans leur propre vie. Et donc voilà les 3 conclusions d'arc, mais qu'on sait qui amènent vers plus, et qui fait que moi personnellement, quand j'ai fini La Voix des Rois, il a fallu que je fasse un effort conscient pour aller me coucher, plutôt que de commencer immédiatement le second tome. Voilà, mais bon, si vous avez lu le livre, vous savez exactement de quoi je parle. En tout cas, s'il y a des choses qui vous ont semblé extrêmement cool et extrêmement essentielles et dont j'ai pas parlé dans cette partie spoil, bien sûr, parlez-en en commentaire, c'est là pour ça. Bon, les commentaires, c'est surtout pour le référencement, mais écoute, je suis au stade où j'ai même pas 10 abonnés, je pense que je peux me permettre de lire mes sections commentaires, ça devrait pas me prendre un temps monstrueux non plus. Et puis, évidemment, si vous êtes un petit coquin et que vous avez regardé cette section spoil sans avoir lu le livre, lisez-le quand même, ça vous fera pas de mal. Je suis loin, très loin d'avoir raconté tout ce qui est dit dans ces 2000 pages-là. Très très loin. Voilà. Et puis sinon, faites-vous un résumé un peu plus complet en allant sur les wikis ou quoi. Je suis sûr que quelque part, il y a des anglophones qui ont résumé La Voix des Rois beaucoup mieux que moi. Mais vraiment, lisez Rochard, c'est une excellente saga de fantasy et qui, je pense, j'espère,
sera qu'on se souviendra des archives de Rochard d'ici 20-30 ans comme une saga de fantasy majeure. En tout cas, j'ai beaucoup d'espoir pour l'avenir de cette série. Merci d'avoir persévéré avec moi, d'avoir persévéré le long de cette section spoiler qui est beaucoup plus relâche, où je m'autorise à bégayer un peu, mais c'est naturel, où je ferai 0 montage parce que je pense que le montage de la partie sans spoil me prendra déjà pas mal de temps. Surtout du fait que je suis un monteur débutant. En tout cas, voilà. Merci avec vous. Merci avec vous. Oh là, je suis fatigué. Merci à vous d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo. Je vous dis bye bye et on se retrouvera pour d'autres vlogs lecture. Salut.